vous exagérez peut-être. Hein. Qu'est-ce qu'il y a eu? Si je te raconte. Un autre livre. Écoute-moi, regarde ce qu'il a eu. Je savais toujours, ces 4, c'était pas cher à l'époque, hein, 100 millimètres de casse-croûte. Ouais, il fallait se le payer quand même. Sinon, vous avez parlé de la Madone à la Goulette. La Madone à la Goulette. Oui, Donc le 15. oui, la Madone à la Goulette. Bon. La Madone à la Goulette, c'était pour nous la fin de l'été. La fin de l'été, le 15 août. Bon, alors, généralement, on rentrait vers le 1er septembre parce qu'il y avait les fêtes juives de Rosh Hashanah et de Kippour. Donc, on avait le choix, soit de les passer à la Goulette, soit de les passer à Tunis. Mais comme on était habitué à notre synagogue, à une façon de faire, on préférait quand même rentrer à Tunis plutôt que de rester à la Goulette au mois d'octobre. Donc pour nous, le 15 août déjà, ça marquait un tournant. Et la Madone, c'était la Madone. Puis on était habitué à vivre, on suivait tout le monde. Bon. Moi je me rappelle que quand on se recueillait avant de sortir à Madone l'après-midi, on se recueillait près de la cathédrale, on était très contents de se faire bénir par l'archevêque Gounod. On pensait que c'était une bénédiction de plus, il n'y avait pas d'interdit. Et le soir, on allait l'après-midi à Sainte-Perpétue, Sainte-Félicité, et puis après on allait suivre la Madone qui sortait l'après-midi jusqu'à là-bas, jusqu'à Sainte-Perpétue, jusqu'à Carthage. Alors, on ne faisait pas tout le parcours, mais enfin, c'était... On chantait. À tue-tête, je suis chrétien, c'est là ma gloire. Mon espérance et mon soutien. On n'avait aucune honte à le faire. On ne se sentait pas gêné du tout. Et ça faisait plaisir à tout le monde, ça faisait plaisir à nos amis siciliens, etc. Et puis voilà. Donc c'était une communion de tout le monde. Et puis tout le monde respectait la Madone. Parce qu'on savait qu'elle avait sauvé des vies de marins, à ce qu'on disait, bien sûr. Oui. Voilà. Donc les gens y croyaient, dur comme le fer, que la Madone avait sauvé. C'était la Madone, même pas de Tunis ou de la Goulette, c'était la Madone de Trapani. Elle venait de loin en plus, et il l'avait ramenée de loin. Donc, pardon? Elle est venue avec les marins italiens. Oui, elle est venue avec les marins, effectivement, c'est sûr. Sinon, je passe à... Vous avez une fête religieuse, la fête le jour de l'Abdi Meir. Oui. Et ici, vous décrivez qu'est-ce que vous faites au cimetière Bourgel. Et vous Oui. dites, Alors, ce grand cimetière du Bourgel qui n'existe plus maintenant, qui est devenu un grand jardin, c'est là où... Ce n'est plus la... Voilà, c'est devenu un grand jardin. Et malheureusement, il y avait des saints qui étaient... Pardon? Au Bourgel, il y a encore, je ne sais pas. Attendez. Alors, ils ont quand même respecté un petit peu les coutumes. Les rabbins qui étaient... les saints locaux qui étaient enterrés là, ils ont été transférés quand même au cimetière du Bourgel. Mais avant cela, il y avait 3 tombes de saints qu'on allait visiter. On a un peu contrairement à la mode islamique maintenant, on aimait beaucoup les mausolées et les saints, comme les berbères. Donc on avait des saints qu'on honorait et qu'on allait visiter, etc. Et on leur apportait des choses, on leur apportait des fruits secs. Et en particulier pour un des saints, qui s'appelait Rabbi Haïteb, qui avait une légende. Rabbi Haïteb, qui avait une légende.
et on l'a appelé l'Omet. Il n'est pas mort, l'Omet. Parce que chaque fois que sur sa tombe on gravait Rabbi Haïté mort le tel jour, là, la stèle se brisait. Alors, effectivement, et un jour, il est apparu dans le rêve de ce malheureux marbrier. Il a dit « Je ne suis pas mort. Si vous voulez me faire plaisir, versez sur ma tombe de la bourra que j'aimais bien. Hein, et voilà. Et là, vous verrez bien que je suis vivant. » Et alors, d'ailleurs, la légende veut qu'on laissait toujours la bouteille à demi pleine. Et on l'a retrouvée évidemment vide. On ne sait pas qui l'a bouffé. Mais enfin, c'est la légende. Voilà, c'est la légende de Rabbi Haïté. Vous décrivez ici les rites, et vous dites que les rites sont un peu païens. Oui, évidemment. Dans ma vision à moi des choses, hein, comme on voit la riba là, qui a fait beaucoup de miracles, dit-on et tout, mais quand on fait sortir la menorah et qu'on accroche à cette menorah des foulards en soie, des colliers en or et tout, moi, dans mon fort intérieur de petit juif de Tunis, je ne suis pas de Djerba, j'ai trouvé ça un peu païen. Et c'est la même chose pour tous ces rites que l'on faisait autour de ces saints à Tunis, avec on versait des amandes, des pistaches, des machins et tout, et puis on allait les récupérer après pour les distribuer à ceux qui n'avaient pas assisté à la fête, bien sûr. Et ça portait bonheur. Bon, alors, tout ça, bon, pour moi, il y a un petit peu de paganisme, un tout petit peu seulement. Le reste, c'est la foi. Sinon, je pense que la dernière chose sera la cérémonie de mariage. Il y a des traditions très communes entre ce que nous faisons en tant que musulmans. Dans la cérémonie de mariage, oui. Chez nous, on a des choses très précises. Très précises. Il y a d'abord le bain des femmes et le bain des hommes, l'hamem, qui donne lieu à des festivités aussi exactement. Et ensuite, après le bain, il y a la hana. La hana, c'est très précis. La mariée, le marié vient avec la corbeille, avec les bougies allumées, avec la hana et des tas de bijoux, des cadeaux et tout pour la mariée. Et c'est toute une procession. On sort de la maison et on va d'une maison à l'autre avec tous les copains, les amis, tout qui sortent et qui suivent cette procession-là. Puis on allume les bougies avant de rentrer dans notre maison pour ne pas qu'elles s'éteignent et qu'elles prennent feu. Parce que généralement, les bougies des souks, là, qui ont les garnitures qui prennent feu très rapidement, donc on évitait de... Et puis voilà, puis on mettait la hana dans la main de la mariée avec un louis en or, bien sûr. S'il n'y avait pas de louis d'or, il n'y avait pas de hana. C'est ça. Donc, on le rendait, on se le prêtait généralement. Dans les familles pauvres, ceux qui n'avaient pas un louis en or se faisaient prêter chez d'autres amis juste pour la cérémonie. Et puis voilà, ça se terminait comme ça. Il y a eu une fête après, on faisait une fête. On avait il y avait un orchestre de violonistes aveugles qui étaient dans la hara généralement et qui venaient pour toutes les fêtes. Et pourquoi les violonistes aveugles? Parce que les femmes pouvaient danser. Parce qu'on a beau dire, on a beau faire, on était aussi un peu coincés de ce côté-là. Hein. Il n'y a pas tellement de différence. Hein. Donc, les femmes, pour se danser comme elles voulaient, elles préféraient quand même que les violonistes regardent, les musiciens ne les regardent pas danser. Donc, il fallait qu'ils soient aveugles. Et c'était le cas.
voyez qu'il y a beaucoup de traditions qui sont les mêmes, hein, finalement. Et bon. Après, après, dans le mariage, la seule chose qui diffère, c'est que chez les musulmans, on ne casse pas le verre. Chez les juifs, le marié casse un verre au moment du mariage. On dit que c'est en souvenir de la destruction du temple. Je crois que mes souvenirs religieux s'arrêtent là. Et je crois que c'est ça, en fait. Bon. Évidemment, ça n'existe pas chez les musulmans, c'est tout. Voilà, vous avez des questions, oui? Alors là, prenez le micro parce que j'entends très mal. Monsieur Georges, vous paraissez très bien heureux. Vous paraissez très heureux. Oui. Alors, vous l'êtes. Alhamdulillah. Et bien, moi, je veux que vous nous parliez de cette joie de vivre. Vous avez. Alors, je vais vous dire. Je vais vous dire tout de suite. Une seconde. Que vous avez eu pendant votre jeunesse, votre adolescence. Je veux que vous nous parliez de Tunis. Comment vous avez côtoyé ces cultes, ces autres cultes, l'islam, le christianisme, les athées, comment était-ce la vie lorsque vous étiez jeune? Je veux que vous nous parliez d'une année, disons, l'hiver, le printemps, l'automne, l'été, comment était-ce, Tunis? Je vais vous dire. D'abord, il faut dire que avant l'indépendance, on était assez cloisonnés. Chacun vivait, les gens de la Médina vivaient dans la Médina. Ils avaient leur lycée, qui était le lycée Alaoui, ou le collège Sadiki. Ceux qui habitaient dans la ville européenne, disons, les Italiens, les Maltais, principalement les Juifs habitaient aussi à la Hara, bien sûr, qui était un quartier très insalubre et très, malheureusement, qui est resté longtemps dans cet état-là. Donc, on côtoyait les gens, finalement, quand on marchait. On côtoyait les gens au marché, on avait des traditions, on se côtoyait, on marchait ou à la campagne. Parce que quand même, on allait souvent à la campagne, et à la campagne, on était comme les autres. Hein. Il n'y avait aucune espèce de différence. On mangeait la même chose, Bon, ils respectaient nos coutumes, on respectait les leurs, on buvait le thé de la même façon. Et le soir, avec les cacahuètes et tout, on faisait le khobtaboun à nous-mêmes, avec les bédouines qui étaient charmantes et qui venaient, et qui nous adoraient. Bon, et il y avait des convivialités. Ils nous envoyaient des œufs. On leur envoyait du sucre et des bonbons. J'avais un âne, j'allais au Doha. Chaque fois que j'arrivais, j'allais arroser tout le monde, donner tout le monde un petit cadeau, un petit machin et tout. Et eux, toujours même avec leur extrême pauvreté, ils me donnaient un œuf, un machin. C'était touchant, c'était magnifique. Et vraiment, on avait une communauté d'esprit très grande. Aucune différence. Il ne fallait même pas chercher à trouver une différence. Même pas, vraiment. Et ensuite, arrive l'indépendance, et les quartiers se sont mélangés. Alors là, on était même après, il y avait les chrétiens sont restés à leur place, et les musulmans sont venus remplacer les nombreuses personnes qui sont parties. Et donc, ils sont venus, c'était des jeunes couples qui ont eu des enfants là, très jeunes. Et c'était devenu nos nouvelles familles. Parce que quand il y a des jeunes enfants qui sont là, on commence à les aimer et tout, et puis voilà. Et l'amalgame se fait, on avait les fêtes, on se passait les plats, etc., comme partout ailleurs. Hein.
Il y avait des odeurs. Alors, évidemment, quand on faisait de la mlochi, les Tunisiens connaissaient, mais les autres connaissaient moins. Quand on faisait la praïla, ils aimaient bien goûter à ce qu'on faisait. Bon, c'est comme ça qu'on disait à l'époque. Et bon, et pourquoi j'ai toujours été gay? Parce que finalement, comment dire? C'est une question, on dirait chez les chrétiens, on a été touché par la grâce ou pas? Moi, j'avoue que jeune, j'ai été touché par la grâce. C'est vrai. J'ai toujours été un garçon heureux, pas difficile. Pourtant, j'ai perdu ma mère très jeune, à 11 ans. Ça m'a marqué énormément, bien sûr. Mais bon, j'ai pu... C'est quelque chose que je décris dans le livre, c'est terrible pour moi. Et j'ai toujours eu des amis, j'ai toujours été heureux. Toujours gay, toujours. Et même maintenant, hein, je n'ai pas changé d'un iota. Il y a peut-être aussi une petite influence qui remonterait à l'époque où il était étudiant, parce qu'on apprend qu'il n'a pas seulement rencontré de buveurs d'eau. Alors il y a un petit passage que je vais me permettre de lire à propos d'un certain prof de physique. En physique, nous avions le bon docteur Schweitzer, pas celui de Lambaréné, mais probablement son cousin. Il avait un flacon en cristal rempli d'un liquide ambré caché dans son placard. À côté se trouvait un petit verre qu'il remplissait avant le cours, des fois pendant le cours, et surtout après le cours, en lâchant un grand ouf. Nous appelions le flacon la liqueur de Schweitzer, du nom du révélateur chimique de couleur bleue, je crois. J'aimais mieux ne pas avoir cours avec lui en fin de matinée, car pour faire la réaction, nous n'allons pas attendre les personnes qui croient peut-être que ça commencera à 10 heures. Nous sommes très heureux d'accueillir notre ami Georges Chély, qui a écrit un livre passionnant. Alors peut-être plus passionnant, non, je ne crois même pas, pour les étrangers que pour les Tunisois. Parce que même pour les Tunisois, apprendre l'histoire d'un quartier tunisien et tunisois. Voilà. L'histoire d'un quartier, l'histoire d'une ville qui a de plus l'avantage d'être une vie qui se porte très bien et qui s'apprête à présenter très prochainement le deuxième volume qui ferait une suite, qui sera la suite des aventures de ce jeune homme qui est jeune depuis assez longtemps. Dans le premier livre que je ne peux que vous conseiller, même si vous êtes intéressé par la cuisine, parce qu'il y a un certain nombre de recettes qui sont très bien expliquées. Moi, n'étant pas très doué, rien que pour suivre une recette écrite, je n'ai pas essayé. Il y a beaucoup de petites aventures, il y a énormément de petits détails très intéressants par rapport à des curiosités de la ville de Tunis ou de son quartier, dont je n'avais jamais entendu parler, ou que je n'ai jamais vu mentionner nulle part. Par exemple, l'histoire d'un rabbin enterré dans un premier étage d'une maison. Il nous en parlera, je suppose. Alors, monsieur Chély, Georges, est né, je crois, dans la rue Condé. Alors, pour vous aider, on a mis une photo du quartier avec les noms d'avant. C'est le quartier des pompiers. Voilà, là où il y avait la caserne des pompiers, plus de choses. Elle existe toujours d'ailleurs. À Mullion, là.
On doit parler dans ce micro-là, donc. Alors voilà, justement, je trouve que c'est très très bien que je peux lui laisser la parole maintenant qu'il l'a prise. Alors je voudrais quand même signaler que cette rencontre est organisée par Cartagena. La responsable de Cartagena me dit que tout le monde connaît Cartagena, c'est vrai? Donc, je n'ai pas obligé de présenter. Alors je vais tout de suite te passer la parole dans ce micro-là si... Faut le permis. S'il te va, c'est comme tu veux. Non, je peux à la parole. Mais c'est encore une parole. Bon, c'est bon là. Bon, il suffit de commencer. Hein. En général, quand je prends la parole, je la quitte difficilement. Mais bon, on va voir ce soir comment ça va se passer. À 2 heures du matin, certains doivent partir pour pouvoir manger avant la reprise du jeu. Bon, je suis content que vous soyez là déjà, parce que j'avais peur, je l'avoue, tout le long du chemin, de trouver 2 ou 3 personnes. Heureusement, vous êtes bien plus nombreux que je ne le pensais. Grâce à Cartagena, c'est parfait, et aussi à Jean-Claude. Bon, ceci dit, c'est la première fois que je donne une conférence comme ça. Bon, je vais parler du livre, évidemment, et du prochain. Alors, le premier livre, c'est un livre sur cette petite communauté qui habitait justement entre ces 4 murs là, entre le passage et le quartier Lafayette, principalement, hein, évidemment, n'était pas tout cela. Cette communauté juive qui est partie à un certain moment. Donc j'ai voulu tracer un souvenir un peu affectif de cette communauté-là, que les gens ont eu tendance à oublier et un peu à dénigrer aussi. Comme une copine qui m'a dit, je pensais que vous étiez des traîtres, vous êtes partis, donc vous étiez des traîtres à la Tunisie. Bon, c'était ma meilleure amie. Alors, partant de là, je me suis dit, bon, il y a quelque chose à rectifier, il faut rectifier le tir. Et vous savez, écrire, moi qui n'écrivais pas des lettres à mes parents quand j'étais à Paris, c'était pas une chose facile. Hein. Et puis, bon, le hasard a voulu que je perde ma belle-mère, la femme de mon père, qui était restée avec moi 56 ans, donc c'était un bail, et elle avait 92 ans. Bon, c'était normal qu'elle meure. Et bien, ça a été le choc qui m'a fait dire, allez, je vais tenter quelque chose, et voilà, j'ai commencé à écrire, et puis après, tous les soirs, je n'avais pas assez de temps pour terminer ce que je voulais terminer, j'étais trop fatigué, c'était extraordinaire, c'est vraiment une aventure qui ne s'explique pas d'ailleurs. Hein. Bon, et puis je me suis aperçu finalement que j'aimais bien écrire. En relisant, je me suis aperçu que pour un petit Tunisien qui a appris le français quand même dès le début, hein, je dois dire, hein, bon, dès le début parce que j'étais au lycée Carnot. Donc c'est pas l'arabe que j'ai appris au début. L'arabe, je l'ai appris avec ma grand-mère qui parlait pas un mot de français elle. Donc ça a été ma chance d'ailleurs. Et donc j'ai appris le français au lycée Carnot. Mais dans mon fond intérieur, je me suis dit, je suis quand même tunisien, est-ce que je vais parler un petit nègre tunisien ou est-ce que je vais parler... Eh ben non. Le miracle s'est produit, c'était du bon français, agréable à lire, léger. Et ça a démarré comme ça, voilà. On m'a aidé, hein. J'ai plein d'amis à qui je faisais lire fébrilement. Tu as aimé, oui, c'est bien. À la plage, sous un parasol, Nadia pourra vous le dire. Et voilà, et petit à petit, ça s'est fait. Et alors, à ma grande surprise, le livre a eu un accueil dans les journaux et dans les cercles d'amis, surtout dans les journaux, mais absolument presque délirant. Sur le Tunis Hebdo, il y avait une demi-page. Vous vous rendez compte, quand vous êtes écrivain et que vous voyez dans Tunis Hebdo une demi-page qui vous est consacrée. Moi, je suis content de lire quand il y a une petite rubrique que je lis dans la rubrique de Hatem Bouriel, où on parle un peu de choses que j'aime bien. Je suis content de lire. Mais quand il y avait une demi-page, là, j'étais vraiment fier de moi.
Bon, et puis d'autres aussi, d'autres journalistes ont eu la gentillesse d'écrire et tout. Et puis, des témoignages comme celui d'un ami banquier qui m'a dit, écoute, je t'achète ton livre, hein. Bon, et je te préviens, si les 10 premières pages je ne suis pas accaparé, c'est fini. Ben, il m'a dit le lendemain, j'ai passé la nuit dessus. Alors, j'étais très content de cet aveu de quelqu'un qui aimait les bonnes choses. Bon, voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je peux vous dire que ce livre s'arrête au moment où je quitte la Tunisie en 1960 pour aller à Paris, et que je l'ai repris, donc le deuxième tome, voilà, que j'ai appelé La vie est belle, belle toujours, parce que c'est vrai, quoi qu'il peut nous arriver, malgré tous les malheurs qui nous entourent, et surtout à l'heure actuelle, c'est pas drôle hein, de dire la vie est belle devant tout ce qu'on voit, et bien pourtant, il faut le dire, il faut y croire. Et c'est tout. Voilà. Et donc ça se termine, j'ai eu la chance de traîner un peu, donc ça se termine en 2016, début 2016. Donc y compris la Révolution. Donc j'ai eu mon point de vue sur la Révolution, sur les partis politiques. Je ne sais pas si ça va être apprécié par tout le monde. Mais bon, j'ai essayé de le corriger, je l'ai fait lire par des journalistes pour savoir si c'était acceptable ou pas. Parce qu'on a toujours un peu peur, hein, surtout maintenant qu'on tue à domicile, donc on ne sait jamais sur quoi on peut tomber, sur qui. Bref, donc il y a toujours un risque hein, quand on écrit, on jette au vent des choses. La même écoute. Ça, c'est votre côté. Voilà, voilà. Bon, alors maintenant, j'attends vos questions. De toute façon, vous pouvez pas en avoir beaucoup parce que vous n'avez pas lu le livre pour la plupart d'entre vous. Donc, vous l'avez lu, vous, finalement? J'ai pas pu le terminer, malheureusement. Pardon? J'ai pas pu le terminer, malheureusement, mais j'ai quelques passages recommandés par un de nos membres. Allez-y. Je vous écoute. D'accord. Donc ici, on a le passage. On a un passage qui parle de la Deuxième Guerre mondiale, une chanson qui a été dédiée après la mort d'Hitler. Et donc, en fait, la Deuxième Guerre mondiale, vue par les Juifs tunisiens, c'était une question que personne ne pouvait me répondre. Et pourtant, les Allemands sont bien arrivés en septembre 42, en novembre 42. Ils ne sont pas. Les Allemands sont arrivés en novembre 42, ne sont partis qu'en mai 43 avec l'arrivée des Anglais. Hein? Donc, en 6 mois, ils ont eu le temps de s'occuper un peu de nous, quand même. Bon, il faut dire que, à notre grande chance, un des Gaultiers qui était préposé aux Juifs à Tunis a été appelé au Brésil, paraît-il. C'est la petite histoire qui veut ça, et qu'il a abandonné l'idée de terminer la construction des camps de concentration à Jebel Geloud comme c'était prévu de le faire. Bon. Pourquoi ne pas y croire? Après tout, les gens de Corfou ont bien été déportés. Pourquoi pas les gens de Tunis? Il n'y avait pas de... Mais il y a eu des exactions. C'est l'histoire de la petite fille qui recherchait comment il disait, des femmes. Et c'était vrai, tout ça, c'était des choses que j'ai recueillies de la bouche même de gens qui ont vécu cette période. Hein. Je n'ai rien inventé. Quand les bombardements, ils allaient avec leurs couffins, ils cherchaient refuge ailleurs. Non, rien n'était... La chanson qui a été écrite sur Hitler est amusante. Oui, en fait, ici, vous dites une chanson plus jubilatoire après l'arrivée des troupes anglaises. Ya Hitler, عليش تبكي؟ تمشي كبر علينا
Kobara, ça veut dire kapara. La kapara, c'est le sacrifice. C'est la journée du Yom Kippour. C'est le kapara. On sacrifie une bête pour aller au temple. On sacrifiait quelque chose, un animal, ou même une poignée de farine. Hein. Quand on était très pauvre, on déposait une poignée de farine près de l'âtre du temple et c'était ça le sacrifice. Somme toute. تمشي قبل العينة يجيبك بابا ربي يجي لك بابا ربي ويدي لك في الجبنة فحت اليود الكل كيسمعوا كليرمات دنيا وفات والدنيا تصفات. Et ça se chantait comment? Ça chante. يا يتلي علاش تبكي تمشي كبر علينا يجي لك بابا ربي ويدي لك في الجبنة فرحة اليود الكل كيسمعوا لي يتلامات قرا وفات والدنيا تصفت. Bon, ce sont des choses qu'on... pendant la guerre, j'avais 2 ans, hein, des choses qu'on m'a toujours racontées, donc j'ai capté aussi bien l'air que la chanson. Il y avait d'autres chansons aussi, oui. Oui. Il y a aussi un autre passage ici. Nous sommes en juin 1938, la Tunisie est calme et tranquille. Yann Pérez est champion du monde de boxe. Les Tunisiens sont assez fiers d'eux-mêmes. Ils ont fait cette chanson qui en dit long. Être tunisien, c'est beau. Ah oui. Attends, ouais. C'est une chanson qui, somme toute, c'était sur la boxe. Hein. Être tunisien, mon Dieu, c'est chic, c'est parisien. La Tunisie vaut les États-Unis, avec ses grands boulevards, ses squares et ses dollars. Nous n'avons pas de pèse, mais nous avons une Pérez. Les poches chiches, Larissa bombe le torse, les sandwichs bébères, ça fait comme du fer. On encaisse, on en donne, on n'a peur de personne. Pour savoir boxer, nous sommes les premiers. Il en manque un peu hein, dans la... Malheureusement, c'est pour ça qu'on écrit des livres. Pour qu'il reste au moins un petit peu de souvenir de tout ça. Sinon, il ne resterait plus rien. Oui, je confirme. Ici, vous parlez aussi des, comme disait Marc, fricassés à l'ancienne. Oui. Comment on faisait les fricassés Bon, tout le monde mange des fricassés, hein, c'est pas quelque chose. Mais avant, dans le bon temps, les fricassés avaient 2 pointes, une d'un côté, une de l'autre. Et avec l'abondance et la redondance de notre tunisianité, on a perdu ces 2 pointes et on s'est féminisé et on a fait le fricassé tout rond comme il est actuellement. C'est bien dommage parce que c'était beaucoup plus beau, les fricassés avec leurs 2 pointes. Vous êtes bien d'accord, hein? Bon, voilà. Il faudra réclamer aux marchands de sandwich. Vous décrivez aussi la khlera. Hein? Khlera. La khlera à la goulette. La khla. Oui. Comment vous dites, vous? Khlera. Khla, oui. Bon, tout le monde connaît la khla. Hein? Bon. La khla, on s'y préparait, même quand on n'avait rien, quand on avait 4 sous, hein, on louait toujours, pour les gens riches, ils louaient une villa, pour les gens moins riches, c'était un petit pied-à-terre de 2 pièces, et pour les gens encore moins riches, une seule pièce dans laquelle on emmenait alors simplement la glacière, parce qu'il n'y avait pas encore de frigo, et les lits, c'était tout, voilà, et la cuisinière, le gaz. On était très heureux, et on ne manquait jamais. Et puis quand on était à la Goulette, il y avait des traditions, quand on était jeune. Le matin, on allait pêcher la crevette, avec un grand mouchoir blanc pour bien les voir, à 10 heures, et puis on mangeait un beignet. En sortant de là, on allait manger un beignet, très souvent au miel, hein, ça ne compliquait pas la vie. Et puis après, à 10 heures, on allait manger sur l'orcal de casse-croûte au thon, comme tout le monde. Voilà. C'était le rituel du petit Tunisien. Et on avait toujours l'argent pour l'acheter. Hein.
qu'on soit pauvre ou riche, ça, on compte. 2H plus O, il y avait à ses côtés le préparateur en chef, M. Chamary, pour éloigner le prof de peur que ces vapeurs d'alcool ne s'enflamment avec l'oxygène. Authentique. Authentique. Comme j'ai encore le micro, 2-3 fois, ou peut-être 4, dans le livre, tu mentionnes le scoutisme. Le scoutisme. Oui. Alors, en général, quand on a été scout, c'est formateur et il y a quelque chose qui reste toute la vie. Et j'ai été un petit peu étonné de voir que pour le scoutisme, il y avait 2-3 allusions au fait que tu étais scout. Alors, était-ce parce que c'est tellement, la mentalité scout est tellement entrée en toi que tu n'y as pas fait attention? Mais j'aurais aimé, par exemple, savoir quel était ton totem, quel était un petit peu ta vie scout, si tu pouvais nous en parler un petit peu. Oui, absolument. Non, le scoutisme, j'ai été scout très petit, très jeune, louveteau. En plus, j'avais un problème. Je tremblais de peur dans les camps de scouts parce que je faisais pipi au lit. Alors, jusqu'à 5-6 ans, c'était très gênant. Et là, on s'est occupé de moi. J'avais une cheftaine qui était adorable et qui ne dormait pas la nuit pour me réveiller en temps voulu pour ne pas que je mouille mon lit. Elle, c'était adorable. Et cela dit, le scoutisme, c'était très important. D'abord, on voyait des villes. J'étais à Indram en 48. 48, j'avais 7 ans. À 7 ans, je buvais de l'eau déjà dans les troncs des arbres. On avait soif, on mettait un tronc dans une source, un tronc creux, et on buvait. Et puis il y avait les chansons de scouts, c'est celle-là. Mes amis, la vie est belle, belle toujours. C'est une chanson scout. Et plusieurs autres chansons, de toutes sortes. Ça forme la jeunesse du scoutisme, c'est quelque chose de très, 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 très important. Et puis là, je n'ai pas pu mettre tout, les chansons scouts aussi. Mais bon, faut-il nous quitter sans espoir de retour, de nous revoir un jour. Ça, c'est une chanson qui est très belle, qui est très belle. Formons de nos bras qui s'enchaînent une chaîne d'amour. Formons de nos bras qui s'enchaînent une chaîne de... Voilà. On faisait les feux de camp, on était autour des feux de camp. Ça apprend la vie, ça apprend le scoutisme. C'est dommage que maintenant les gens ont peur pour leurs enfants. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. C'est peut-être des réminiscences d'autres pays. Mais moi je souhaite qu'en Tunisie le scoutisme reprenne, et que les gens s'habituent à sortir et aillent vadrouiller un peu avec leurs amis. Ça forme la jeunesse, ça forme le caractère. Et ça rend les gens heureux de connaître des chansons, de la musique, un tas de choses. Voilà. Alors, le groupe 9 était la section du scoutisme du Métèque. Le groupe 9. Le groupe 9. Oui. Pour les jeunes juifs du groupe 9, c'est une bénédiction. Lorsque tu es allé à Indram. Et cela te rappelait une chanson de la Première Guerre mondiale. Je me suis engagé, bataillon marocain. Oui. Ça c'était, oui, évidemment. Ça c'était le groupe 9. C'était un groupe qui a eu la chance de trouver là-bas à Indram. Eux étaient de Gafsa, des gens de Boumrassen, et qui leur faisaient des beignets. Pour les nourrir pendant la guerre. C'est pendant la guerre, tu parles, ou c'est après, pendant les camps? Donc oui, c'est. Je crois que c'était pas juste avant. Au début de la guerre, juste avant.
Oui, au début de la guerre, évidemment, En 40. Donc ça veut en 1940. oui, oui. Évidemment, tu connais l'histoire des militaires qui recrutent, qui font passer les gens, ils demandent leur nom. Et alors, ils se sont aperçus que tous ceux qui avaient des noms à consonance corse, à consonance française et tout, c'était dans les trucs administratifs et tout. Et tous les autres, c'était la corvée des chiottes, donc le numéro 9, le truc numéro 9. Et alors, il y a eu qui ont l'idée de dire, qui s'appelait Chuch, il a dit, je m'appelle Chuchelli, Chuchelli. Ah, Chuchelli, mais c'est corse ça. Oui, 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 monsieur, oui. Et alors, il a évité la corvée des chiottes comme ça. Mais évidemment, ils n'étaient pas très ménagés, les malheureux pieds noirs qui étaient dans l'armée française. Hein. Ils n'avaient que pour eux. Mais tu vois que ces gens-là qui étaient effectivement, comme quoi, ne serait-ce que d'appartenir à un même bled ou à un même pays, hein, ils étaient, les marchands de beignets se connaissaient entre eux, il suffisait de faire la commande à Tunis pour que le marchand de beignets d'Aïdram envoyait des beignets aux malheureux soldats qui crevaient de faim là-bas. Il n'y avait rien à bouffer, rien à manger. Ils leur envoyaient, ils étaient payés à Tunis. Alors, vous avez d'autres questions? Toujours bien très petite impression. On a toujours une petite impression que l'histoire de la Tunisie tourne toujours autour de la bouffe. Je ne sais pas pourquoi. J'ai compris. C'est ça qui est déchiré. Alors la question est qu'il a l'impression que l'histoire de la Tunisie tourne toujours autour de la bouffe, de la nourriture. Avec les juifs, les chrétiens, les musulmans. Eh bien, je vous dirais que c'est essentiel. Il n'y a pas de belles fêtes sans belles traditions, et ça n'existe pas, c'est tout. Est-ce qu'un ramadan sans briques? Ça n'existe pas. C'est tout. Donc parce qu'il y a Ramadan ou l'inverse? Pardon? Ramadan est là parce qu'il y a des briques. Je pas entendu. Il y a Ramadan parce qu'il y a des briques. On fait le Ramadan parce qu'il y a des briques. Non, je n'ai pas compris. Viens. Ich fais. Tu fais le ramadan la journée pour le soir, c'est ça? Qu'est-ce que tu voulais dire? En effet, s'il y a le ramadan, c'est seulement parce qu'il y a des briques après. Non. C'est pas. Non, C'est jamais. non, j'ai pas dit ça. Laissez-moi. Non. C'est bon. Il y a dans toutes les traditions, les fêtes sont ancrées, la tradition est ancrée dans les festivités. Les festivités, c'est ça. Même ne serait-ce que ce qu'on mange le jour du mouled, hein, c'est tout simple, hein, des fois. C'est fait avec de la farine blanche et un peu de... Ben moi, mes amis, pour m'honorer, avant de m'inviter à manger l'assida, la vraie assida blanche, hein, et j'étais le premier à manger avec eux. Parce qu'ils m'aimaient. Non pas parce que je trouvais ça spécialement bon, mais c'était un honneur pour moi de partager ce repas avec eux. Non, mais c'est vrai, par exemple, chez les musulmans, toute fête est accompagnée de nourriture. Pardon? Excusez-moi. Venez. Malheureusement, c'est le privilège de l'âge. Hein. D'accord, moi aussi un petit peu. Je dis que même chez les musulmans, vous savez, toutes les fêtes sont accompagnées de nourriture. Bien Il y a sûr, beaucoup de nourriture. bien sûr. Et maintenant, avant, par exemple, vous connaissez le farak
chez les musulmans. Bien sûr. 3e jour, avant on faisait le 7e et le 40e, bon, on ne fait plus maintenant. Mais maintenant, c'est accompagné même le farq. D'un dîner, on apporte même un traiteur. Ce qui n'est pas normal. Mais pour vous dire, c'est ce qu'on aime. Oui, mais parce que ce qui n'est pas normal, c'est que je peux vous dire pourquoi. Parce qu'avant, les voisins, pour le farq, chaque voisin apportait quelque chose. Exactement. Chaque voisin apportait quelque chose. C'est comme ça. D'ailleurs, même en cas de décès, vous savez bien que dans la maison du mort, on ne cuisine pas. Donc c'est les voisins. Oui, mais maintenant ça a changé. C'est les voisins qui emmènent le repas. Mais maintenant non, c'est celui qui a c'est-à-dire la maison du mort. Eux, ils organisent un dîner avec même un traiteur. C'est devenu comme ça. C'est pas bien. C'est pas bien. On est d'accord. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Mais il faut garder en tête les recettes de cuisine sont importantes pour que la tradition passe. Parce que maintenant, avec cette manière de faire, d'avoir accès aux traiteurs et aux machins et tout, on ne sait plus ce que c'est un bon repas ou quelque chose de simple. Les choses se perdent. Or, il faut les conserver. Il faut à tout prix, même si ça déplaît des fois de mettre des recettes de cuisine dans des livres, il faut les mettre pour qu'elles ne s'oublient pas. Il faut les mettre pour qu'on les retrouve un jour. Voilà, au gré des... Qu'est-ce que je peux vous dire, oui. Ce livre se termine avec ton départ pour la France. Je suppose que le deuxième commencera avec la France ou bien avec le retour de France. Pardon? Attends. Le deuxième livre commencera directement avec la suite. À l'endroit où je l'ai laissé. Voilà, le deuxième livre. Dans le premier livre, j'étais très triste parce que, vu les choses à l'époque, quand j'avais 20 ans, c'était dans les années 50, dans les années 60, les gens ne restaient pas en Tunisie. Bon, les étudiants faisaient leurs études et restaient dans les pays, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, etc. Se mariaient avec des jeunes filles autochtones et revenaient 10 ans, 15 ans après, voilà. Et moi, croyant faire la même chose, sur le bastingage du ville d'Alger, je pleurais en voyant Sidi Bou Saïd s'éloigner, partir au loin, et moi, la mer devenait de plus en plus bleue, je me suis dit, bon, adieu, tout ça. Et c'est comme ça que je commence le deuxième livre. Le deuxième livre, j'arrive en France, voilà, avec tout ce que ça comporte comme comportement du petit Tunisien arrivant en France. C'est quelque chose de particulier. Bon, moi, je liais très vite connaissance avec beaucoup de gens, c'était pas mon problème. Mais j'ai eu... la France, pour moi, c'était la guerre d'Algérie aussi. Alors, comme je n'aimais pas tellement l'OAS et que les Français qui étaient là-bas ne savaient pas trop à qui ils avaient affaire, ils m'appelaient Georges, alors ils me disaient, alors tu es avec nous, contre nous, quoi. Alors du coup, ils m'ont appelé Bourguiba. Bourguiba, pour eux, c'était un sobriquet de dédain, et moi j'étais très fier que dans mon école on m'appelle Bourguiba. Comment on pouvait être plus heureux que ça? Et les autres Tunisiens qui étaient avec moi, ils me disaient Roudbel, ils peuvent te faire quelque chose, ils étaient khobzistes, ils mouraient de peur. Et il y avait même un jeune kurde, je me rappelle, et c'était le seul de la classe, qui m'a dit, écoute, puisque toi tu connais Bourguiba, je t'en prie, parle-lui de nous. Nous les Kurdes, on n'a pas de pays, Regarde, moi je suis bien un homme, je suis étudiant ici, on n'a pas de pays, parle-lui de nous. Je dis oui, je ne vais pas m'occuper de parler. Bon, et tous les autres étaient des fils dans cette école d'ingénieurs Hérol, où je ne sais pas si
on payait très cher, de toute façon, les gens payaient très cher leur place, et même s'ils ne payaient pas aussi un peu leur diplôme, aussi cher, je me demande, c'était les fils de leur père, ils étaient tous entrepreneurs, bref. Et donc il y avait des fils de président de la Côte d'Ivoire, de président de ci, de président de ça, donc c'était des gens très bien placés. Et un jour, j'avais un binôme, on devait faire un projet de poutre métallique. Je me rappelle comme ça, j'avais pris un gars de Ouagadougou et un gars de la Côte d'Azur, de Nice. Très sympathique, hein, charmant. Ça. Alors, au moment, à un mois de rendre le projet qui devait être qui était très important, le gars de Ouagadougou m'a dit « Ça y est, mon père va devenir président, je m'en vais, je te laisse. » Et l'autre, il me dit « J'ai une croisière avec ma fiancée dans un yacht extraordinaire, je ne vais pas la rater pour ce projet. Mon père va payer de toute façon pour le diplôme, c'est pas un problème. » Et moi, me voilà avec ce projet que j'ai dû terminer. Bon, ils ont été gentils, ils m'ont mis la moyenne. J'ai pu passer de classe. Donc pour vous dire que tout n'a pas été rose, hein. Mais ça, c'est le deuxième livre, hein, quand même. C'est le deuxième livre. Je ne vais pas tout vous le raconter, le deuxième livre non plus. Hein. C'est pas dans le premier. Non, mais le deuxième livre est très amusant aussi. Hein. Pardon ? Le deuxième livre, il est terminé. Le cadre général du deuxième livre, c'est Paris et Tunis ou Ah oui, c'est très important. Le deuxième livre, il y a d'abord les 5 années à Paris où j'ai fait mes études, qui sont instructives. Bon, c'est sympa, mais quand on vient au milieu de l'année vous dire on n'a plus de crédit, au moment où vous êtes inscrit dans une école d'architecte, on vous dit je suis désolé, on cherche Elie, il faudra y renoncer, on n'a pas de prévu de subside pour cette place-là. Donc il faut choisir autre chose. Ça m'a fait plaisir de lire les quelques pages, les trentaines que j'ai pu lire, espérant que je termine le livre et je vais vous revoir encore une fois pour en parler. Sinon, on peut passer à la séance de dédicace. Ça nous a fait énormément plaisir de vous avoir ici parmi nous. Pardon ? Ça nous a fait énormément plaisir de vous avoir ici. Merci, merci. Merci d'avoir accepté. Tout le plaisir a été pour moi. Seulement, il faut ramener les livres jusqu'à la voiture. Vous allez m'aider parce qu'il est au parking de la... Avec plaisir. Oui. Hein, parking en haut, là-bas. Oui. Voilà. Si vous voulez acheter des livres, profitez, c'est les derniers. Le livre est à 19 dinars. Oui. Alors encore un tout grand merci. Si jamais le livre est publié avant le 25 du mois prochain. Non, ça c'est autre chose. Il m'a dit, tu as eu ton bac, moi. On est compte. Les questions qu'il posait, oui, j'ai eu mon bac. Mais t'inquiète pas. On va te mettre dans une école, tu auras ton diplôme, c'est pas un problème. Mais bon, c'est la vie des étudiants de notre vie d'étudiants en France. Là, c'est pas... Puis tout d'un coup, un jour, vous n'avez pas de bourse. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Le 6e mois, heureusement qu'il y a les Parisiens. Vous savez, sans l'aide de la population locale, sans l'aide des Parisiens à l'époque, dans les années 60, on serait mort de faim. Enfin, quand vous restez 6 mois sans recevoir de subside, qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire la manche? Eh bien, je vais vous dire, le boulanger me faisait crédit, le pharmacien me faisait crédit, et l'épicière d'en bas, qui était une Espagnole, qui avait perdu son mari à la guerre d'Espagne, qui était toujours en noir, la pauvre, quand elle me voyait ne pas faire des courses,
Elle sortait avec un panier plein. Je vous assure, c'était délirant, c'était vraiment... Vous dites-me, quelle solidarité, ce Paris de l'époque. Comme ça a changé, bien sûr, mais bon, c'était ça. C'est ça. C'est ça qu'il faut voir. Cette France qui nous a aimés, qui ne nous a pas rejetés. Pourtant, elle savait bien qui nous étions, hein, et aucun doute là-dessus. Mais c'est ça la force de cette époque-là. Voilà. Le rabbin du premier étage. Ah, le rabbin du premier étage. Oui. Quand il y a eu la manifestation du 5 juin 1967, bon, on a été un peu malmenés et moi, j'ai eu la curiosité d'aller... J'avais une voiture d'administration, donc j'ai pas eu très peur hein, dedans. Et je suis rentré dans la manifestation avec la voiture pour voir un peu qu'est-ce qu'ils avaient cassé, qu'est-ce qu'ils avaient brûlé. Et puis, je suis rentré au bureau après ça. Et un de mes collègues m'ont dit, ils ont tout brûlé, un Français qui était un peu paniqué, ils ont tout brûlé, Bon. Je téléphone à mon père, je dis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous êtes tous en vie? Il m'a dit, oui, ne t'inquiète pas, seulement ton frère et ta belle-sœur sont à l'aéroport. Je dis, quoi à l'aéroport? Il m'a dit, il veut rien entendre, ta belle-sœur a une crise de nerfs. Elle n'arrête pas de dire, si c'est pas le rabbin qui était là pour nous protéger, on serait tous morts. Alors ce rabbin-là, c'est un rabbin qui est enterré en haut d'une maison, dans le maison qui était dallée, qui devait avoir un oratoire avant, mais qu'il n'y a plus, il n'y a plus que la dalle de la tombe. Et curieusement, tout a disparu, même la synagogue de la Hara, qui était un chef-d'œuvre, une belle synagogue, tout a disparu, sauf ce rabbin qui est toujours là. Ils ont fermé la porte et personne n'y touche. C'est où, c'est où? C'est à la rue Bensigno, à peu près, vers la rue Bensigno. Rue Sidi Sifiane, rue Bensigno. Comment? D'ailleurs, Bensigno, c'est peut-être un nom juif, peut-être. Il n'y a pas un repère. Pardon? Pardon. Bensigno. C'est côté Hassé. La rue Pardon? C'est côté Hassé. Non, c'est pas la Hafsia, non. C'est près du marché Barré. C'est tout à fait à côté du marché de Barré. À côté de Sidi Barré. Voilà. En attendant que Marc le cherche. Donc, on m'a chuchoté que vous êtes le seul à rester en Tunisie. Pourquoi cet attachement ou cet amour? Question saugrenue. D'abord, pourquoi pas? Je suis tunisien, je suis né ici. Mes ancêtres, jusqu'à la 10e génération au moins, hein, sauf ceux qui sont arrivés de Livourne, mais les autres étaient tous nés à Mendy, donc depuis des générations. Donc, j'avais aucune raison objective, puisque je n'avais pas de problème économique. Bon. Ceux qui sont partis avaient des problèmes pressants, ils n'avaient plus de travail. Il y a eu des problèmes, je ne veux pas parler de polémique sur ça, parce que c'est toujours un peu gênant, mais bon, il y a beaucoup de gens qui étaient commerçants à Tunis. Les Juifs étaient commerçants, et souvent, il y avait aussi beaucoup d'avocats, Bon. Les avocats sont partis parce qu'ils ne pouvaient pas plaider en arabe. Sauf certains sont restés parce qu'ils étaient bilingues.
rare, très rare. Bon. Les médecins sont partis parce on a voulu absolument tunisifier l'appareil tunisifié, bien qu'il était tunisien aussi, hein, mais bon. Ils ont voulu mettre des gens qui venaient de Sfax, d'ailleurs, de ci, de ça. Donc, ils se sont retrouvés un petit peu. Et ils sont partis. Puis ils ont pensé aussi à leurs enfants, peut-être. Comme la communauté s'était raréfiée, il n'y avait plus de quoi marier leurs filles, ils ne voulaient pas les marier à des Tunisiens musulmans, c'était naturel, ils voulaient qu'ils restent dans leur communauté. Qu'à l'époque, se marier même avec une chrétienne ou un chrétien, c'était un drame épouvantable. Donc, chemin faisant, les gens sont partis petit à petit comme ça. Est-ce qu'il y avait une raison objective? Non. Il y a eu à un certain moment des pressions très importantes de l'agence juive dans les années 48, 47, où ils faisaient vraiment du recrutement pour envoyer les Juifs en Israël. Ça a été très difficile. Très difficile de résister parce que quand vous êtes cordonnier, tigeur, attention d'un cordonnier, ce qui était la majeure partie des Juifs de l'Ahar, hein, il y en avait des milliers, peut-être des dizaines de milliers. On vous dit, on va vous donner une maison à vous, plus une vache dans un pré. Est-ce qu'il y a encore discussion possible? Alors que vous soyez à Tataouine ou à Tel Aviv, hein, vous vous en foutez. Vous dites, bon, d'accord, je viens. Il n'y avait même pas de problème idéologique qui se posait. C'était tout cru, c'était un problème tout cru de... Voilà, donnant. Bon, évidemment, quand ils sont arrivés là-bas, c'est pas ce qu'ils ont trouvé. Hein. Je dois vous le dire tout de suite. Mais bon. Alors, beaucoup sont retournés en France, dans des conditions très difficiles. Parce que pour retourner en France, il fallait avoir de l'argent pour prendre son billet de là-bas. Donc c'était épouvantable. Bon, moi je suis pas parti parce que ma mère est morte. C'est simple. Mon père était candidat, on avait tout préparé, on devait partir, et puis ma mère est tombée malade. Et ça a tourné court, on est resté là. Je regrette d'avoir envoyé mon père est envoyé de nos voisins, dans ce martyre là-bas. Hein. Malheureux, rien que d'y penser, ça me fait mal au cœur. Bon. Les choses sont faites comme ça, elles sont faites comme ça. Mais voilà pourquoi les gens sont partis petit à petit. Mais heureusement qu'on est restés, beaucoup sont restés. Moi j'avais je voulais pas tellement rester, en fait, bon, parce que la vie à Paris était très belle. Hein. Oui. La vie à Paris était magnifique, il n'y a pas de doute là-dessus. C'était les époques des années 60, Saint-Germain-des-Prés, machin, expansionnisme extraordinaire. Et puis quand je suis retourné à Tunis, j'ai rencontré, pour ma chance et ma malchance, un ingénieur en chef qui m'a reconnu. Vous imaginez, dans le ministère, on devait être quelques milliers quand même, comme élève ingénieur, au moins une centaine. Et bien, il m'a reconnu. Il m'a dit, toi, c'est Chély? Oui. Ben, tu me reconnais, monsieur Lathierry, il faut reconnaître très bien. Mais alors, tu n'as pas repris ton travail encore? Nous sommes au mois à la fin de l'été. Moi, j'étais venu juste pour me reposer à Tunis. Il m'a dit, écoute, je vais te dire une chose. Si tu crois repartir, comme beaucoup de petits connards, là, sans repartir à Paris, tu te trompes. Toutes les frontières sont fermées. Tu n'as pas où aller. Non, pas de la guerre. Alors, j'ai pris il m'a dit, tu sais, tu dois 10 ans au gouvernement tunisien. Ne l'oublie pas, tu dois 10 ans. Pendant 10 ans, je t'ai élevé. Bon, il m'a dit, viens me voir la semaine prochaine.
Je suis allé le voir, je suis resté et je ne l'ai pas quitté. Et nous avons fait des grandes choses ensemble pour ce pays. C'est dans le deuxième livre tout ça, c'est pas dans le premier. Mais ça a été une merveilleuse aventure, extraordinaire. Extraordinaire. Connaître ce pays comme je l'ai connu et entendre dire après que il n'y a rien. Alors, nous sommes dans le désert. Il y a une révolution, le désert, c'est le désert. Quel désert? Quel désert? Il y a des routes partout. Des routes, et je peux vous dire une chose. Dès que vous vous terminez une route, vous la terminez, avant même de l'inaugurer, vous avez déjà des dizaines de dollars qui sont installés, des nouvelles villas, et les gens qui rapatrient leurs flous pour construire chez eux, le long de la route, etc. etc. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est un phénomène qui est partout, dans tout le pays. Tout le pays. Ouais. Ça c'est le deuxième livre. Alors, si vous achetez le premier, il y a autre chose. Il y a autre chose. Dans le premier, il y a autre chose. Il y a la campagne, il y a la... Ouais. Qu'est-ce que vous allez dire encore? Racontez. Je pense qu'il y a le dernier passage ici. Bon, ces livres-là sont à vendre. Ils ne sont pas chers. C'est les derniers. Après ça, il n'y en a plus. Il y aura plus. Il n'y en a plus parce que je me suis bagarré avec mon éditrice et elle m'a pris quand j'ai quitté, au lieu de me donner la clé pour les livres, elle m'a donné n'importe quoi et je n'ai pas eu la présence d'esprit de vérifier. Donc, j'ai perdu à jamais. Enfin, on peut le refaire, mais bon. Oui, mademoiselle, vas-y. Donc, vous parlez ici de votre oncle David, qui est devenu un rabbin à la synagogue de... Alors, j'avais un oncle, le frère de mon père, qui était rabbin. Mais bon, être rabbin, ça ne rapporte rien. Il égorgeait quelques poules et les orthodoxes lui reprochaient que sa façon d'égorger n'était pas très cachère. Alors vraiment, il vivait de rien. Il avait 3 enfants à élever et c'était un idéaliste. Il avait les cheveux longs et il s'appelait le rabbin de l'amour. Pourquoi le rabbin de l'amour? Parce qu'il a marié dans la synagogue une chrétienne et un juif. Alors, il a dit, c'est pas les religions qui comptent, c'est votre cœur. Alors du coup, ça lui a fait une publicité folle. Et ce qui est plus fâcheux, par contre, c'est que il y a un de ses amis qui lui a laissé une ferme du côté de la mosquée Kaltoum. Il y avait un oued là-bas. Il y avait une très belle ferme. C'était M. Karila. Et il a décidé de faire, puisqu'on ne peut pas aller en Israël, on n'a pas d'argent, alors on va faire la Hachara ici. On va s'installer et vivre notre communauté sur la terre tunisienne, dans la ferme. Alors il a enlevé ses gosses de l'école et il a commencé à travailler la terre, leur apprendre à travailler la terre, les orangers, les chevaux, les bœufs, etc. Voilà. Jusqu'au moment où sa femme a pensé quand même qu'il fallait donner une instruction à ses gosses et qu'elle les a fait sortir de là, qu'elle les a envoyés quand même à l'école pour continuer leurs études. Voilà. Et lui, il est resté un peu dans les légendes. Et d'ailleurs, il y a une anecdote
à propos de cet oncle-là. C'était un jour de Yom Kippour. À Yom Kippour, les gens, à la fin du jeûne, s'habillent très bien pour montrer quand même qu'ils sont aisés, qu'ils ont les moyens, etc., etc. Et lui, c'était la fin du jeûne, il faisait les prières de la fin du jeûne, et il y avait beaucoup de bruit. Et il est parti d'un air furieux en disant, vous savez, je vais vous dire une chose, c'est pas vos bijoux et vos toilettes qui font. Tout ça, c'est rien. Si vous parlez pendant les prières et vous n'êtes pas en communion avec Dieu, c'est pas la peine de venir du tout dans cette synagogue. Vous pouvez partir. Vous imaginez le scandale que ça a fait auprès de cette petite communauté. Leur dire, vous foutez le camp. Voilà. D'accord. Donc,